étudié en économie puis en informatique. Puis en 2007, j'ai fondé une agence numérique qui s'appelle maintenant Riposte. Puis en 2013, après avoir fait des centaines de sites web transactionnels pour des OBNL, j'ai vu l'arrivée du cloud, du modèle SaaS, puis j'ai fondé une plateforme qui s'appelle Yapla. Et Yapla, aujourd'hui, Yapla, c'est une plateforme de paiement et de gestion tout en un qui vraiment est spécialisée pour les OBNL. Aujourd'hui, c'est 30 000 associations qui ont ouvert un compte, une équipe de 50 personnes. On déploie Yapla au Canada, beaucoup en Europe aussi, en France. Donc, on est en interaction quotidienne avec des milliers d'associations d'OBNL qui œuvrent dans différents secteurs. Et notre mission, c'est de faciliter le quotidien des OBNL. Donc, je pense que quand j'ai reçu l'invitation de venir échanger notre expérience, je me suis dit que j'allais certainement avoir quelques petites idées, des bons trucs à vous donner. Puis, notre slogan, là, c'est soutenir l'engagement. Alors, je suis très heureux d'être ici avec vous pour vous partager mon expérience puis mes idées. Merci Pascal, puis merci évidemment d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que c'est nous qui avons invité la candidate ce matin. Stéphane, un petit 2 minutes sur qui tu es, qu'est-ce qu'on fait et un peu qu'est-ce que tu apportes à cette discussion-là ce matin. Excellent. Merci Marie-Lou. Merci Pascal. Merci évidemment à Espace OBNL pour l'invitation. On va faire ça simple. En fait, moi, je viens du numérique, mais j'ai eu 2 agences en marketing numérique dans les premières, là, en 99, entre autres, là, qui s'appelait César, qui a été vendu à Bell, et une autre qui s'appelait Revolver 3, qui a été fusionnée avec un autre groupe qui s'appelle maintenant Parcours 3. Et j'ai eu d'autres initiatives là, en impact, entre autres, là, dont Impact Finance, qui est beaucoup en Europe, là, qui est maintenant une espèce de code de la bourse là, de l'impact social et environnemental des grandes organisations pour des fonds d'investissement, entre autres. Et on s'amuse bien, là, évidemment, là, plusieurs ingrédients que j'ai cumulés dans mon parcours ont inspiré, si on veut, FansLab à créer justement plus d'impact social parce qu'évidemment, comme Pascal, avec un parcours similaire, j'avais beaucoup plus de plaisir à travailler avec des ONG comme Équiterre, Oxfam ou autres dans mes anciens clients ou Lufa Farms qui créaient de l'impact avec une approche de commerce très différente. Mais le but, c'était de le systématiser parce que le cœur de l'humain a toujours été au centre de ma mission. Donc, l'humain et l'impact social qui est issu de la mobilisation ou de l'énergie créée entre les humains a toujours été le cœur, si on veut, de ce qui me mobilisait le plus au quotidien. Donc évidemment, le but, c'était de systématiser ça dans une plateforme. Puis la plateforme aujourd'hui, FansLab, c'est vraiment une plateforme avec ses 30 employés. C'est une plateforme pour créer plus d'empowerment pour les leaders de réseaux d'impact, donc plus de pouvoir pour les leaders de réseaux d'impact, dans le but justement de créer de l'intelligence collective, donc du partage des communautés de savoir, des communautés d'impact, de soutien, etc., dans différents secteurs. Donc, autant le secteur culturel, les autochtones, toutes les lignes éditoriales des gouvernements, en fait, au niveau des OBNL, etc., de l'économie sociale ou même de l'économie au sens pur du terme sont dans nos lignes d'action, si on veut, chez FansLab. Donc, le but, c'est vraiment que les gens s'entraident et créent de la valeur entre eux pour augmenter le pouvoir d'une mission ou une organisation. Voilà, beaucoup de plaisir. Merci Stéphane. Puis, si en fait on plonge un peu dans le contexte économique, comment est-ce que le contexte économique a évolué? Puis en fait, c'est plutôt comme quel est le portrait qu'on pourrait faire du contexte économique aujourd'hui? J'aimerais laisser peut-être commencer Pascal sur la réflexion. Où est-ce qu'on est aujourd'hui, le 5 octobre? Qu'est-ce qui se passe dans le contexte social? Puis qu'est-ce qu'il faut regarder dans notre réflexion par rapport à comment faire évoluer nos modèles? C'est une question qui est très vaste, hein? Mais dans ma préparation, là, j'ai essayé d'énumérer ce que je vois, les points sur lesquels on se concentre chez Yapla. Mais la première chose qu'on remarque, puis vous devez tous le vivre, c'est la rareté des ressources humaines. C'est difficile de recruter. Puis, bien entendu, le numérique là, donne beaucoup de possibilités par rapport à ça pour diminuer la tâche administrative, l'automatisation. L'autre enjeu qui est très positif de mon point de vue, là, mais c'est la génération Y qui veut avoir un impact sur ce qu'elle fait. Donc, dans un cadre comme gestionnaire d'OBNL, ou nous, comme étant un éditeur logiciel dans ce monde-là, on profite bien de cette situation-là parce que les gens sont intéressés à venir travailler avec nous. Je pense que de l'autre côté ici, il faut sortir l'épingle du jeu et il y a tous les modes de travail post-pandémie aussi. Hein. Aujourd'hui, le numérique permet d'avoir des outils qui nous rendent très productifs. Alors, moi, c'est quelque chose qui est très, très important dans le contexte actuel. Je pense qu'il faut se préparer à un ralentissement économique qu'on commence à voir tranquillement.
peut-être même malheureusement une récession. Donc, moins de ressources, moins de moyens globalement. Donc, il faut se démarquer de mon point de vue, puis il faut être au moins dans la moyenne. Hein? Puis comment faire ça? C'est par l'automatisation. C'est l'enjeu je crois que des OBNL, c'est de s'automatiser en grande partie grâce au numérique. On remarque aussi la multiplicité des initiatives, tant au niveau du monde caritatif, du monde événementiel. Donc, il faut se différencier, mieux communiquer, puis offrir des expériences utilisateurs de qualité. Je ne sais pas si vous voyez un peu cette image, mais des fois, on entend il ne faut pas être l'organisme avec le site web nul transactionnel qui ne marche pas bien. Il faut éviter ça au maximum. Il faut bien cibler ses interlocuteurs avec les bons médiums. C'est de plus en plus compliqué. Hein? Quelle plateforme utiliser, puis comment parler à qui. Et s'adapter aux plus jeunes générations qui avancent vite. Moi je pense en ce moment à Facebook là, qui chute en bourse en ce moment parce que c'est plus la plateforme de prédilection. Mais je pense aussi à mon fils Émile de 12 ans. Quand on échange, je lui dis, fais une recherche sur Internet, puis il part, puis il va dans TikTok faire une recherche, parce que Google, c'est plus sa façon de faire ses recherches, il y a 12 ans. Et là, je me dis, OK, là, ça va vite. Il faut vraiment s'adapter au contexte qui nous entoure, puis ça va de plus en plus vite. Ça donne le vertige. Il y a la partie sécurité aussi, qui est importante, la protection des données personnelles. La loi 25 qui vient de rentrer en vigueur, là, qui est importante. Et dès qu'on touche au numérique, puis surtout quand on est une OBNL, puis on gère des données, il faut s'en informer, puis il faut surtout l'appliquer. Puis les gouvernements sont quand même actifs. Hein. On voit qu'il y a des subventions, tout dépendant des cycles, puis c'est un dossier vaste aussi, mais il faut en profiter. Nous, on redirige souvent nos clients vers Service Québec en leur disant « Appelle Service Québec, il y a peut-être quelque chose », puis il y a beaucoup de gens qui reviennent avec de l'aide. Mais l'homme de situation pour ça, c'est Stéphane Dumont, à qui je passe la parole. Ah oui, merci Pascal. Belle passe. En fait, oui, il y a beaucoup d'ingrédients là-dedans qui sont extrêmement importants de porter une attention particulière parce qu'évidemment, nos ressources sont limitées tant en temps qu'en énergie, qu'en compétences, qu'en argent, évidemment. Donc c'est important dans un premier temps, pour faire du pouce sur ce que Pascal dit, de faire l'état de la situation, d'automatiser le plus possible ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure vélocité, si on veut, dans nos actions-là. Évidemment, je vois plusieurs enjeux, évidemment, issus évidemment, il y a des enjeux dans les médias sociaux, entre autres, Facebook est brisé, tout le monde le dit, entre autres. Donc, de miser seulement sur quelques actions, si on veut, plus en mode top-down, si on veut, donc push, pour essayer d'attirer l'attention. Donc, c'est pas nécessairement évident. Donc, moi, ce que je parle beaucoup, c'est de passer d'une économie d'attention à une économie d'engagement. C'est-à-dire qu'il faut trouver une façon d'aspirer, parce que la concurrence, elle est mondiale. Donc, d'aspirer les gens dans un environnement où on a plus de contrôle sur les données, contrôle d'accès sur les gens, leur donner des lieux d'interaction propices au foisonnement d'idées, à la création de valeurs communes, etc. Puis, je pense qu'il y a une opportunité de tomber dans un mode plus économie de partage. Donc, une mode économie de partage, pas juste Kijiji où on a quelque chose en trop, puis on met notre balai qu'on a en 8 exemplaires sur la plateforme. C'est de dire, moi, j'ai quelque chose à offrir, j'ai du temps, j'ai du talent, j'ai de l'espace mental que je peux offrir à quelqu'un comme coaching, etc. Et quelqu'un pourrait avoir un besoin, par exemple, différents types de besoins sur lesquels on pourrait faire un échange, si on veut, dans les deux directions. L'idée, c'est de devenir un milieu sain et, neutre, ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est de devenir un intermédiaire de confiance pour que des gens qui ont des besoins, offres et demandes, tant des partenaires financiers qui auraient des sous à mettre là-dedans, qui pourraient offrir une valeur s'impliquer de manière plus naturelle dans un écosystème, pour offrir de la valeur à l'écosystème. Et de l'autre côté, des gens qui ont des besoins particuliers qui pourraient recevoir cette valeur-là en mode échange. Donc, l'idée, c'est qu'il faut passer dans un mode où on vient décentraliser les expériences puis donner plus de pouvoir aux gens de s'émanciper dans votre communauté. Donc souvent, le problème que je vois, c'est que les gens ont un modèle de membership, mais on donne un accès, on pousse des contenus, on pousse des expériences, mais on donne pas le lien, on donne pas d'opportunité aux gens de collaborer, de créer des liens entre eux. Puis c'est souvent par une mauvaise compréhension du why. Pourquoi on est là, donc, comme organisation? C'est quoi notre rôle en tant qu'organisation là, c'est quoi notre vraie mission?
intrinsèques, si on veut, pour créer justement de l'énergie entre les gens, de l'engagement, de la mobilisation et tout ça. Ça part de la compréhension des besoins. C'est pour ça qu'entre autres, qu'on a créé notre campus FanDlab. Puis pour faire simple, en fait, si on revient un tour sur les 3 dernières années, ce qu'on a vu, c'est évidemment la force du contexte, si on veut, a fait en sorte que les gens se sont isolés davantage, mais ça a créé l'effet contraire au niveau des organisations. On a senti un mouvement de mobilisation inter-organisation pour avoir plus d'impact puis partager des solutions. Donc, le nerf de la guerre, dans tout, c'est quel que soit le défi, les solutions viennent des humains et quand la solution vient, bien évidemment, il faut trouver des espaces de collaboration, de partage, que les gens, dans le fond, échangent des solutions. Puis pour finir là-dessus, l'exemple que je voulais donner, là, en fait, il y a quelques exemples, en fait, évidemment, qu'on a vu naître chez FanDlab, entre autres, notamment certains avec l'aide de YAPLA, mais entre autres en santé mentale, on a vu beaucoup d'émergence, puis aussi la cause autochtone. Je pense le réseau des, comment dire, l'École des entrepreneurs qui a fait une coalition, si on veut, avec l'ACPAM, qui est le réseau des proches aidants, si on veut, du Québec, qui ont fait une coalition pour faire une communauté d'entraide pour les entrepreneurs qui avaient des problèmes, évidemment, de soucis, d'enjeux mentaux. Puis, un des modèles souvent qu'on va suivre, on regarde des modèles internationaux, reachout.com. Donc, reachout.com, évidemment, est un modèle intéressant pour faire en sorte que les gens se partagent la valeur entre eux. Donc là, je dérape un peu. Mais puis pour finir, en fait, évidemment, là, on s'est beaucoup appuyé sur les subventions dans les dernières années, si on veut. Mais l'idée, c'est que ces subventions-là, moi, à mon égard, ce que je vois, c'est qu'il faut vraiment capitaliser sur la création de valeur durable, c'est-à-dire systématiser de la valeur qu'on veut créer pour avoir plus d'impact dans le temps. Donc, plus d'impact dans le temps dit automatisé, comme le disait Pascal, dit avoir donné plus de pouvoir aux membres parce que notre temps est limité, notre argent, etc. est limité. Donc, donner plus de ressources, d'outils pour que le membre devienne autosuffisant dans ses actions. Donc, on le voit évidemment, il y a des communautés, entre autres, dans le secteur de la santé pour des causes bien particulières et tout ça qui se crée parce que les gens ont besoin de se partager des ressources, des outils, des moyens, etc. Donc, l'idée, c'est de se soustraire, si on veut, de la valeur créée en mode top-down et de donner plus de pouvoir pour que la valeur soit, le paradigme soit changé, c'est-à-dire 80% de la valeur vienne de la communauté de membres et non qu'on reçoive toujours la pression de est-ce que notre courriel va passer, est-ce que nos médias sociaux vont passer pour pousser notre message, pousser notre offre ou faire une demande de don, par exemple. Donc, il faut vraiment trouver d'autres façons de renverser le modèle et créer de la synergie, etc. Là. Puis évidemment, là, notre campus donne beaucoup d'informations sur ça. Donc, puis un exemple que je voulais donner, un autre pour finir là-dessus, un ONG avec qui on commence à collaborer à Zurich, en Suisse, qui s'appelle myclimate.com ou .org, plutôt myclimate.org, une organisation qui vise à réduire les gaz à effet de serre ou les CO2 sont au niveau des grandes organisations, mais ils ont créé une communauté d'apprentissage en parallèle pour donner plus de pouvoir aux professeurs, aux gens, aux coachs, aux gens, en fait, aux acteurs clés, en fait, qui vont aider ou informer avec l'éducation physique, scolaire et communautaire, si on veut. Donc, ils ont créé un modèle à 2 vitesses où il y a de la valeur ajoutée pour les grandes organisations qui vont payer et un modèle, c'est un ONG, puis un modèle où ils vont passer de bottom-up, si on veut, d'aller chercher, éduquer, si on veut, et conscientiser les audiences qui vont faire un vrai changement dans le futur. Évidemment, il y a plein d'outils, plein d'accès, plein d'outils communautaires aussi qui sont à leur disposition. L'idée, c'est vraiment de créer la double valeur, si on veut, au niveau d'un écosystème d'acteurs qui s'alimentent mutuellement. Donc, les grandes organisations peuvent commanditer des initiatives civiques ou scolaires, par exemple, et inversement, ben, les jeunes peuvent travailler autour de cas qui viennent des grandes organisations. Fait que ça crée une espèce de continuum vraiment extrêmement bénéfique pour leur cause à eux, mais ils sont partis du why. Pourquoi ils sont là? Ils se sont permis d'éclater le modèle. Donc, voilà. Merci Stéphane. Puis bon, on a fait un petit saut dans notre conversation d'aujourd'hui. Évidemment, on va tomber dans des pistes de solutions plus tard, mais merci pour les cas qui permettent de mettre un peu la table sur les choses qui va être possible de faire, puisqu'on va explorer un petit peu plus tard dans la conversation. Donc, contexte économique qui a changé, nouveaux enjeux. Donc, j'ai envie de balancer justement vers c'est quoi les changements concrets qu'on a vus s'opérer dans les organisations dans les 3 dernières années. Puis là, j'ai demandé dans le chat, puis il y a plein de choses qui sont sorties, donc je prenais des notes en même temps. Les gens communiquent beaucoup plus, donc vous avez beaucoup plus de facilité à communiquer. Il y en a plusieurs d'ailleurs que ça passe par Yapa, donc, et qui aiment leur conseiller d'ailleurs. Donc petite mention spéciale à Michel, je crois. Donc, diversification aussi des revenus qui est revenu à plusieurs occasions et ça, c'est quelque chose que nous aussi, évidemment, on voit, la diversification des revenus, on va pouvoir en parler. Automatisation, donc, ça a été mentionné déjà par Pascal et restructuration des modèles, donc des thèmes qui reviennent un peu. Pascal, dans ta perspective à toi,
c'est quoi les changements positifs que tu as vus dans les OBNL dans les 3 dernières années? Et on s'est donné 3 ans parce qu'évidemment, ça concorde avec la COVID. La COVID a amené plein de changements, puis c'est allé assez vite. Donc, de ton côté, quels sont les changements positifs que tu as vus dans les modèles OBNL dans les 3 dernières années? Mm-hmm. Merci, Marie-Lou. Puis, merci à Jessica Dufault qui parle mais qui parle de Michel. Puis pendant que Stéphane parlait, j'ai fait un petit screenshot du message, puis je l'ai renvoyé dans notre outil qui s'appelle Slack. Puis c'est un bel exemple de changement positif, le numérique. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que on est capable d'être beaucoup plus productif puis de travailler à distance. Hein? Puis aujourd'hui, ce qui est important, c'est chez Yapla, on a décidé en début de pandémie qu'on allait devenir une entreprise où on allait simplement travailler à distance pour toujours, pour l'éternité. Il y a des gens qui sont partis de Sherbrooke, il y a des gens qui ont quitté Montréal, qui ont changé de vie en leur donnant l'assurance qu'on n'allait pas revenir en mode présentiel. C'est un changement extrêmement positif ce qui se passe parce qu'on est capable d'avoir des ressources efficaces qu'on peut donner une meilleure qualité de vie. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Hein. Chez Yapla, on le fait, puis on a beaucoup de succès là-dedans. Mais une évolution aussi importante que j'ai remarquée, c'est une plus grande compréhension du numérique et de son impact à très court terme sur les organisations. En 2013, quand j'ai eu l'idée de lancer Yapla, un logiciel SaaS, ça veut dire Software as a Service, donc c'est de louer une plateforme et donc plus d'investir dans une plateforme et de payer l'ensemble des développements. Il y a peu de gens qui comprenaient le modèle, il y a peu de gens les gens avaient peur de ça, ils voulaient acheter une boîte chez Home Depot, pas chez Home Depot, chez Renault, chez Bureau en gros, et d'avoir leur propre logiciel. Puis aujourd'hui, je vois vraiment là, que les gens comprennent beaucoup plus quel impact peut avoir le numérique. On cherche beaucoup moins à développer des solutions maison. Puis s'il y a encore des gens qui ont l'idée, à moins d'avoir des spécificités, hein, j'ai été architecte de système pendant plusieurs années avant de me lancer en affaires, puis la première règle absolue, c'est de toujours tenter de trouver un logiciel existant avant de faire un développement sur mesure. Donc, s'il y a des gens dans l'audience qui se lancent dans des développements sur mesure, allez faire le tour avant. C'est des centaines de milliers de dollars qu'on peut économiser dans des plateformes existantes. Ensuite de ça, on voit le commerce électronique qui a explosé pendant la pandémie, mais ça s'applique aussi aux OBNL. Il faut profiter de ça. Les gens sont de plus en plus ouverts à faire des transactions électroniques. Donc, faut l'utiliser. Je pense que les changements, mais je ne sais pas si c'est positif, mais en tout cas, ça s'impose. Il faut s'adapter très, très rapidement. Tout va vite. Il faut s'adapter le plus rapidement possible aux changements de société dans lequel on vit. Puis, lorsqu'on est une OBNL, on a principalement, il y a 4 sources de revenus là, dans ce qu'on peut, dans la généralité. On a tout ce qui est lié au membership, à l'événementiel, aux dons, puis à la vente d'objets ou de services. Puis au niveau du membership, ce qu'on remarque avec nos nombreux clients, c'est il y en a beaucoup qui vont travailler sur, je parle toujours d'adaptabilité, puis qu'est-ce qui est positif, c'est la création de contenu ou de référentiels. Hein, puis Stéphane va en parler plus tard, mais l'aspect communauté est important aussi. Hein, OK, on paye un membership, mais en payant ce membership-là, qu'est-ce qu'on a en échange? Puis le numérique nous permet de donner de la valeur. Donc, en créant du contenu qui est limité aux membres, en donnant accès à des référentiels de données qui sont entretenus par une communauté, non pas simplement une personne dans l'organisation qui va aller mettre à jour des fiches. Puis aussi, c'est d'offrir de la visibilité à ses membres. Beaucoup de répertoires, c'est relativement simple de créer des répertoires qui vont donner de la visibilité à ses membres, surtout les associations professionnelles. La partie formation aussi, les LMS. Hein, les LMS, c'est un système qui permet de faire de la formation à distance, puis d'intégrer, aller lire un peu sur les LMS. Il y a beaucoup d'associations qui se démarquent en proposant de la formation. Espace OBNL, c'est un bel exemple. Ensuite de ça, l'autre partie, c'est simplifier la vie de ses membres, leur faire gagner du temps. L'expérience utilisateur est super importante. Aujourd'hui, on parle de se numériser. Mais tout le monde, c'est facile d'avoir une page de paiement PayPal, mais il faut aller plus loin que ça. Puis quand on pense aux associations sportives, aux associations culturelles, c'est vraiment de travailler sur l'expérience utilisateur. Au niveau événementiel, on voit qu'il y a un retour de l'événementiel en ce moment. La créativité est importante, les initiatives P2P, donc d'être dans
c'est un mélange de dons, mais d'essayer de créer des événements où les gens vont participer, où est-ce qu'on va avoir de la viralité, où on va utiliser sa communauté, qui, eux, vont parler de nous. Hein, toujours essayer d'avoir un troisième niveau dans les initiatives. Je vois qu'il y a des associations qui réussissent à se démarquer avec ce type d'initiative-là. Puis la vente de services et d'objets, la vente de contenu, tu sais, par exemple, de faire des vidéos, puis de les mettre de formation, puis de les mettre dans une banque de vidéos, puis après ça, que les membres puissent les voir. Puis on voit beaucoup de gens qui génèrent du contenu. Puis en fait, nous, on essaie de vendre des services numériques. On va faire un projet pilote pendant le temps des fêtes. On s'est associé avec PNP, Père Noël Portable. Je ne sais pas si vous connaissez PNP, mais c'est une belle boîte qui a beaucoup de succès, qui font des vidéos personnalisées du Père Noël pour les enfants. Et là, on lance une campagne où on va proposer à nos clients de pouvoir vendre des cartes virtuelles et de générer un profit justement pour financer leurs activités. Puis, c'est de beaux exemples de vente de services virtuels qui peuvent être intégrés dans une plateforme pour se financer. Avant, on vendait du chocolat, maintenant, on peut vendre du numérique. Voilà mes idées sur le sujet. Absolument. Puis Stéphane, merci beaucoup Pascal. Puis ça va quand même dans le même sens que ce qu'on voit dans le chat. Dans le chat, donc c'est assez intéressant de t'aligner. Stéphane, de ton côté, dans les 3 dernières années, des tendances ou des changements, en fait, ou des changements plutôt permanents que tu as vu s'opérer dans les OBNL, notamment entre autres avec la diversification des modèles et la montée des communautés. Absolument. Et je dirais en fait, ce qu'on a vu aussi, je fais une parenthèse sur d'autres modèles parallèles qui vivent une très grande pression, le modèle académique des grandes universités américaines et tout ça, qui vendent des grands programmes à plusieurs centaines de milliers de dollars à la Harvard, etc., vivent une très grande pression de démocratiser, donner d'accès à plus de contenu, etc. Ce qu'on a vu évidemment de monter des MOOCs, etc., mais aussi beaucoup d'opportunités à des organisations de s'approprier cette démocratisation des savoirs-là. Moi, je parle beaucoup, évidemment, de systématiser les nouvelles lignes de revenus par la décentralisation des activités. Donc, c'est sûr que de donner un accès virtuel, comme Pascal le disait, à différentes formes de contenu, de formation, d'apprentissage, etc., mais aussi des espaces pour que les gens puissent s'approprier la connaissance en partageant des expériences, en partageant des moyens d'accomplir une mission en se supportant psychologiquement, etc. Puis on voit beaucoup de coalitions se créer. Puis on a une, entre autres, que je vois de manière exceptionnelle progresser de manière fulgurante, une organisation qui vaut $1 milliard maintenant, qui aurait pu être une OBNL, qui aurait pu être notre client, par exemple, le RFAQ, avec qui on vient de commencer le réseau des femmes d'affaires du Québec, avec qui on vient de lancer une communauté qui s'appelle Chief.com. Chief.com, en fait, ont simplement rassemblé les CEO féminines au monde, les grandes CEO, puis ont créé un groupe solide, un noyau solide, puis ont créé plein d'expériences virtuelles avec, oui, des expériences en présentiel, mais c'est un réseau mondial. Ce qui fait en sorte que les gens on a créé une exclusivité, un accès privilégié à des gens de renom, des femmes de renom, et on crée des ressources, des parcours d'accompagnement, un peu comme un accélérateur d'entrepreneuriat féminine de CEO de grandes organisations, moyennes grandes organisations, entre autres. Ça, c'est ce qui fait en sorte que, en fait, quand on regarde ces modèles-là qui fonctionnent très bien, c'est pas parce que c'est une compagnie à but lucratif qu'on peut pas l'appliquer au contraire aux organismes à but non lucratif. On pense à TED.com, qui est une organisation très décentralisée qui donne des pouvoirs à ses acteurs, qui est une organisation à but non lucratif pour ceux qui ne le savaient pas, notamment TEDx. TEDx, il y a un playbook, en fait, puis on crée des conférences partout dans les institutions scolaires, etc. Mais l'idée, c'est que tous ces modèles-là tendent à se décentraliser où on crée des pôles d'action, si on veut, on donne du pouvoir à des acteurs qui vont agir bénévolement pour organiser des espaces de conversation, de partage événementiel ou en asynchrone, notamment par des espaces de type forum. Mais l'idée, c'est que le point central de tout ça, le dénominateur commun qu'on va voir dans les 3 dernières années, c'est qu'il y a une tendance vers un accès omnicanal, omniprésent, si on veut, vers les membres. Donc, donner accès 24 heures sur 24 à connecter avec des membres, avec des expériences exclusives. Des modèles de membrariat qui donnent un accès à un modèle de base, mais avec des ajouts, des premiums par-dessus, donc des blocs qu'on peut ajouter sur notre membrariat pour avoir des accès exclusifs, des outils, des programmes d'accélération, par exemple, des cohortes, etc., des ressources complémentaires et évidemment, des partenaires qui viennent s'intégrer là-dedans de manière beaucoup plus naturelle.
pour justement animer des débats d'idées, animer des conversations autour d'expertise et évidemment créer des espaces de soutien. Puis évidemment, là, on pourrait parler de fonctionnalités, on pourrait parler d'un paquet de choses qu'on a vu émerger. Le peer-to-peer coaching en est un, des espaces, des masterminds en ligne, des cercles d'entraide, donc qui sont en live, mais aussi en asynchrone, en virtuel, en présentiel. Donc, c'est un mélange de tout ça, c'est un foisonnement de tout ça. Et on voit évidemment des lignes éditoriales apparaître tant au niveau gouvernemental qui finance ça, entre autres, les nouvelles façons comment dire, on travaille, le future of work, en fait, en fait partie, mais toutes les nouvelles méthodes d'apprentissage qui passent beaucoup par la collaboration. Le point central, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que la valeur qui est créée, elle est créée par des humains. Donc, ce qu'on dit souvent chez FanDuel, les gens achètent des gens et nous, c'est ce qu'on vend. On devient un acteur de connexion où les gens achètent des gens, achètent des expertises, achètent des valeurs, achètent des nouveaux moyens pour trouver des solutions. Puis là, ce qu'on veut briser, en fait, c'est l'isolement des savoirs, l'isolement des grandes découvertes du futur pour découvrir les nouveaux remèdes contre le cancer, l'isolement des gens qui ont des problématiques similaires ou qui ont des offres, solutions, problèmes, solutions, etc. Donc, il faut absolument briser ça par des outils qui vont passer par l'intelligence artificielle d'une part, mais aussi passer par des moyens plus traditionnels où on va venir rassembler ou proposer des expériences qui vont peut-être se faire en présentiel ou en hybride, mais le but, c'est d'accélérer ces connexions-là. Donc, c'est ça. Puis le dernier point que je voulais dire aussi, c'est qu'on a vu aussi une conscientisation, tant au niveau des gouvernements que des organisations. Puis évidemment, là, je pense Centraide, mais toutes les organisations qui ont un but social, de mesurer l'impact du potentiel de ce que peuvent faire leur communauté. Puis l'impact, la mesure d'impact passe beaucoup par la numérisation de cette mesure-là. Donc, ce qui fait en sorte que oui, le présentiel est extrêmement important, puis on ne va jamais remplacer la vibration humaine, mais il faut trouver des façons de pondérer l'impact de nos actions pour s'assurer, tant au niveau financier que l'impact social qu'on va générer, on puisse l'incrémenter dans une métrique dans lequel on va pouvoir faire une meilleure édition de compte et évidemment dans lequel nos partenaires vont pouvoir nous suivre davantage, investir davantage d'énergie parce qu'ils disent OK, ça fonctionne, on continue, même chose pour les gouvernements, and so on, and so on. Donc voilà. Merci Stéphane. Puis, en fait, changements qui ont lieu peut-être à plus petite échelle et des changements, évidemment, des modèles plutôt de changements vers lesquels on se tourne et on s'inspire. Donc, des modèles qui sont peut-être un petit peu plus, ici ou à portée internationale, mais qui, ont fait des plus gros pas en termes d'utiliser le numérique pour aller vraiment créer de plus en plus d'impact et qui servent un petit peu là, à s'inspirer. Parfait. Donc, on a eu des changements et si on tombe dans les enjeux, quels sont les enjeux aujourd'hui? Et je veux vous entendre encore une fois dans le chat. Il y en a quelques-uns qui sont déjà sortis. J'en ai noté, on a de la difficulté à rejoindre nos membres parce que, tout le monde est en numérique et on se dit, hey, le numérique, ça nous permet de rejoindre tout le monde, mais ils sont où? Des fois, c'est aller les trouver. Donc, ça qui est sorti. Baisse des membres, notamment liée au fait que les membres ont de la difficulté avec la transition numérique. Donc, je laisserai peut-être aller, Pascal, pendant que vous continuez de me partager dans le chat, quels sont vos enjeux? Parce qu'après ça, on va balancer dans des solutions et on veut savoir c'est quoi vos problèmes à vous. Comme ça, on va pouvoir amener des pistes de solutions qui vont vraiment être alignées avec vos enjeux. Donc, Pascal, de ton côté, quels sont les enjeux aujourd'hui, encore une fois, avec notre lunette très moment présent sur les enjeux que vous voyez que vos organisations vivent chez Yapla? Ouais, les enjeux que je vois pour les OBNL, c'est de faire le virage du numérique en priorité. Mais quand je dis faire le virage du numérique, ça fait longtemps que je le dis, mais je pense que c'est dans la continuité, de poursuivre la numérisation de son organisation. Mais ça devient une question de survie. Hein? Puis il y a le vieux cliché, mais je l'aime beaucoup, c'est ne pas devenir le blockbuster, hein? Enfin, ne pas disparaître, parce qu'il y en a qui s'adaptent pas, puis on vit dans un contexte où il y a beaucoup de compétition, tout est rapide. Donc, si on s'adapte pas, on risque de disparaître, en tout cas d'avoir beaucoup moins d'impact. Puis, il faut comprendre que le virage numérique, c'est pas de recevoir des paiements sur PayPal. C'est pas quand on n'est plus là, on est rendu beaucoup plus loin que ça. Puis, je pense qu'à ligne directrice, ce qu'il faut se donner, c'est de développer une culture du numérique dans son organisation. Faut réfléchir en numérique. C'est pas d'avoir un site web qui permet d'être une carte de crédit. C'est pas ça le virage du numérique. C'est d'avoir une culture du numérique. Un autre enjeu très important, c'est la donnée. Hein, aujourd'hui, la donnée fait partie de nos vies. Puis toute organisation devrait avoir une stratégie de données puis d'être capable d'accumuler de l'information et de pouvoir la traiter, la consulter, puis de l'utiliser dans ses communications, l'utiliser dans ses décisions. L'automatisation, on en a parlé pas mal.
mais c'est de réduire les tâches administratives, entre autres pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Hein, c'est un enjeu. Donc, en automatisant, automatiquement, on réduit nos coûts d'administration. Un autre enjeu qui est un peu plus complexe, c'est l'intégration des systèmes. Hein. Et il faut comprendre que les systèmes informatiques peuvent se parler, puis ça s'est beaucoup démocratisé, ça aussi, puis on est capable de faire parler les systèmes entre eux. Pour preuve, Yapla et FanDuel peuvent parler entre elles, les deux plateformes. Donc, grattez un peu ça dans vos discussions sur le numérique. Là, comment, si vous avez des systèmes existants, comment on fait pour les connecter, pour partager les données entre les différents systèmes? Bon, la sécurité puis la protection des données personnelles, ça, faut travailler avec des... c'est toujours dangereux d'être dans du développement maison, hein, parce que c'est très compliqué de protéger ces données de façon autonome. Ça coûte très cher, il faut des spécialistes. Donc ça, c'est un enjeu très, très important les prochaines années. Vous ne voulez surtout pas passer dans le journal parce que vous êtes fait voler vos données. Hein. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est très, très difficile de mener à bien une stratégie numérique. Il faut beaucoup de persévérance. Il y a des gens qui pensent que c'est simplement de donner un mandat à une boîte ou de faire un projet informatique, c'est terminé, mais c'est difficile. C'est très, très difficile. Il y a beaucoup de projets qui échouent. Et il faut y aller étape par étape. Il faut s'entourer. Puis, moi, j'aime bien dire, il faut se doter de victoires ponctuelles. Chez Yapla, on se numérise sans arrêt. On est toujours en train d'essayer d'être meilleur. Puis c'est toujours des gros projets. Puis des fois, on n'y arrive pas. On est des informaticiens, on n'y arrive pas. Mais on se donne des objectifs atteignables. Puis on se félicite. Puis on en fait un autre, on en fait un autre. Puis on progresse. Si quelqu'un veut aller chercher un trop gros projet, ben finalement, on n'y arrive jamais. Puis on reste au même endroit. Puis enfin, l'enjeu, c'est la formation. C'est la formation de toutes ces parties prenantes. Vous formez ses employés, ses ressources, ses bénévoles, mais aussi former peut-être ses clients. Nous, chez Yapla, on forme nos clients. Puis d'être dans une perspective de vraiment vulgariser puis de donner les outils pour permettre à nos parties prenantes d'être capables de comprendre puis d'utiliser les technologies proposées. Voilà mon point de vue. Merci Pascal, puis j'aime beaucoup des victoires ponctuelles, puis ça ramène un petit peu à la méthode d'agilité, en fait, qu'on utilise beaucoup dans des startups, probablement que vous utilisez chez Yapla, qu'on utilise beaucoup chez FanDuel. On a souvent des grosses problématiques, nous aussi, à l'interne, et il y a un participant ou une participante de maison, la 5e saison, qui dit notre plus grande difficulté, c'est de ne pas avoir le temps ou l'argent. Et on parlait de ça, en fait, il y a 2 jours qu'on s'est rencontrés, puis on se disait, le numérique, c'est pas la finalité. En fait, le numérique, c'est le parcours, et le numérique, c'est à chaque jour. Et j'aimais aussi quand tu disais, c'est une culture numérique. En fait, il faut qu'on se mette dans ce mindset-là, et le numérique, il est partout. Et on le voit déjà dans le chat, il y en a il y a du numérique à l'interne, il y a du numérique à l'externe, il y en a dans notre modèle d'affaires, il y en a dans notre modèle d'engagement. Donc, c'est un muscle qu'on développe tranquillement, et éventuellement, on va connecter un outil à un autre, l'interne avec l'externe, et ça devient quelque chose de logique. Mais si on garde les yeux sur l'espèce de gros projet numérique, on n'y arrivera pas, puis on va se décourager, c'est sûr. Et si on le fait tout sur des papiers, ben dans 2 semaines, on va avoir perdu un an à le faire, et dans 2 semaines, il va dans les poubelles. Donc, il faut rester en mode agile, trouver où est-ce que ça fait mal le plus aujourd'hui, aller régler ce problème-là, puis demain, vous allez régler le prochain, puis c'est comme ça qu'on ne va pas se décourager et que ça ne coûtera pas non plus des sous et des sous et des sous dès le début. Mais bon, bref, on va tomber dans les pistes de solutions par la suite. Stéphane, de ton côté, les enjeux que tu vois beaucoup aujourd'hui en lien avec les modèles d'affaires, les modèles d'engagement. En tout cas, tout ce que vous avez dit, toi et Pascal, c'est vraiment en ligne avec... c'est-à-dire que c'est extrêmement pertinent. Puis je pense qu'à la base d'une planification, quand on part, on peut partir avec les outils et se dire, OK, il faut faire ci, il faut faire ça, puis un plan tactique. Mais moi, je pense que souvent, comme toute organisation, comme notre gouvernement, puis on ne tombera pas là-dessus, souvent, il y a un manque de vision. Il y a un manque de vision opportunistique. C'est-à-dire, c'est quoi les grandes opportunités? C'est quoi le core du why? Puis comment on peut assembler différentes actions qui vont vraiment uplifter, amener l'organisation à un autre niveau, qui va être très mobilisante. Donc, je pense entre autres au mouvement C2 Montréal. C2 Montréal, quand ça a été lancé, c'était zéro, c'était une feuille de papier, puis ils ont créé un chaos total au début, qui a créé une ambition, un désir, si on veut, d'aller plus loin et tout dans leur première version
d'événements ou de communautés. Moi, je pense que les organisations doivent se doter d'une vision mobilisante qui va venir en coalition avec d'autres organisations qui vont venir rassembler, mobiliser, fédérer, si on veut, un ensemble d'acteurs. À partir de là, souvent, ce qu'on va voir en termes d'enjeux, que là, je reviens, je fais un step back en bon français, un pas en arrière. Souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une perte d'appartenance aux organisations de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une économie d'attention. On est dans l'ère de l'économie d'attention. Celui qui parle le plus fort, qui crie le plus fort, qui est là, le plus présent, qui frappe tout le temps, même qui réussit à contourner les algorithmes pour réussir à rejoindre des gens dans TikTok ou autre, va réussir. Mais la majorité d'entre nous, comme organisation, c'est extrêmement difficile parce qu'on a des moyens limités, etc. Donc, il y a une surcharge de l'offre dans les médias sociaux, puis il y a une dilution des messages, donc dilution d'impact, ce qui fait en sorte qu'on est essoufflé. C'est le cas de le dire. Ouais, essoufflé. Essoufflé, essayer de rejoindre le monde. On va donner une petite... Pardon? On t'a perdu, Stéphane, un petit 30 secondes. Parfait. Est-ce que je suis de retour? Ah, là, t'es de retour. Super. On t'a perdu à essouffler, fait que ça a juste bien. Bon, tout le monde a retenu son souffle, excellent. Ben, en fait, en gros, là, en gros, l'essoufflement, là, c'est l'essoufflement de nos organisations, mais l'essoufflement des plateformes. Donc, parce que les plateformes sont centrées sur l'ego, ne sont pas centrées sur la communauté. Donc, sont vraiment centrées sur l'ego. Donc, à chaque fois qu'on a quelque chose, une force de proposition à faire dans les médias sociaux, aussitôt que ça a un tant soit peu un volet, financier où on demande quelque chose, l'algorithme va nous freiner de manière systématique. L'idée, c'est que globalement, il faut changer notre perspective. L'enjeu, là, c'est qu'on est beaucoup top-down. L'organisation réfléchit, pousse un contenu, pousse une proposition, pousse une offre, un format très faut que tu achètes mon billet. Donc, faut changer ça, puis impliquer à partir de zéro dans la conceptualisation des nouveaux modèles, la communauté, les acteurs clés, les parties prenantes, les gouvernements, si c'est des communautés territoriales, comme je voyais le commentaire de Marie-Claude de la Chambre de Gaspé, Côte de Gaspé, bien évidemment, nécessairement, il faut impliquer ces gens-là au départ pour qu'il y ait une force de mobilisation, pour que les gens s'approprient ces nouvelles idées-là, parce qu'ils vont venir d'eux, donc ils vont pouvoir le mettre en œuvre et porter le ballon pour faire en sorte que ça arrive. Puis là, ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que dans tous ces points-là, l'attention, le déficit d'attention, il est partout parce qu'on est sursollicité. Je ne sais plus c'est quoi le nombre de messages qu'on reçoit, mais le point, c'est que nous, ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est quand on regarde la pyramide de Maslow des besoins humains, en fait, le besoin d'appartenance est aussi important et juste à côté que du besoin d'être aimé. Le besoin d'appartenance à faire partie de quelque chose qui est plus grand que nous, soit une mission, une organisation, une famille est plus grand, est aussi important que le fait de se sentir aimé, apprécié. Donc, l'idée, c'est de créer une culture dans une maison. Donc, avoir une maison, recueillir les gens, rassembler les gens, moins de friction, créer une ADN de partage à l'intérieur de ça, qui fait en sorte que la culture d'émancipation, le sentiment d'appartenance va s'émanciper, va grandir. Puis, ça évite quoi, évidemment, avec notamment l'adéquation avec Yapla, c'est ce qu'on veut éviter, en fait, parce que là, il y a une perte de valeur d'effort, autant au niveau de nos efforts qu'on envoie partout, qu'autant au niveau de la valeur de données, en fait, qu'on a beaucoup de difficultés à comprendre qu'est-ce qui se passe avec nos acteurs clés, parce qu'on n'a pas de données. Les données appartiennent aux grands médias, aux grandes plateformes, si on veut. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu de faire de l'éparpillement, l'idée, c'est de se recamper, centraliser, connecter avec des outils qui ont beaucoup de données comme Yapla, évidemment, puis offrir des accès privilégiés, personnalisés à des membres. Donc, c'est sûr que chez FanDlab, on peut, avec la connexion avec Yapla, on peut donner des accès privilégiés à des types de membres, à des types d'organisations, des types de billets. Donc évidemment, on peut mesurer l'impact beaucoup mieux que quand ça vient d'un peu partout via des plateformes américaines comme des billetteries américaines, pour pas nommer de nom. Puis le point qu'il faut faire vraiment, vraiment attention, c'est de tout miser ces actions vers l'événementiel. Parce qu'évidemment, là, on est retombé dans un point où on a eu du fun cet été, il y a un retour du balancier, les gens sont venus en présentiel. Par contre, on est dans un pays nordique. Pays nordique dit, les gens, en fait, sont de plus en plus paresseux. On le voit, là, tu sais, ça prend une grosse carotte pour faire déplacer les gens, puis que les gens ont du fun, mais ils vont se déplacer moins souvent. Et ça prend une carotte très importante. Les no-shows, le pourcentage de no-shows est très important. Donc, il faut trouver des façons de créer un continuum où l'énergie circule, si on veut, où l'engagement, les interactions circulent autant entre le virtuel et le présentiel. Donc, il faut vraiment trouver ces points d'interaction-là où la valeur va se créer.
qu'on reste toujours dans la tête, le share of heart, la part de marché dans le cœur de l'individu ou le top of mind, est toujours être présent, mais de manière où on le fait de manière naturelle, où les gens vont acheter des gens. Les gens vont interagir entre eux, etc. Puis après ça, le dernier point que je voulais dire, c'est en fait, c'est le travail en silo. En fait, la majorité des organisations ont tendance à se mettre beaucoup de poids sur les épaules, alors qu'on a tout intérêt à se rassembler, comme on le fait avec Espace OBNL chez FanDuel, avec Yapla aussi, pour avoir plus d'impact. Qui dit plus d'impact dit plus de gens qui vont venir joindre le mouvement. Donc, créer des mouvements, si on veut, avec vos organisations, parce que souvent, on a tendance à penser très territoire, très court terme, très petites actions. Mais si on pense à un continuum, on dit on va bâtir dans le temps, puis on va partager, si on veut, des audiences, on va se partager des charges de travail en termes d'organisation d'événements, on va se partager des bénévoles, on va se partager des missions communes. Bien évidemment, on peut aller beaucoup plus loin ensemble pour ne pas partir sur les thèmes des Jeux olympiques. C'est ça, c'est pas mal ça. Merci. Puis en effet, c'est quelque chose, je pense qu'on le voit tous, on a beaucoup comment dire, les OBNL ont des enjeux et souvent, en fait, au centre, qui ont leurs enjeux chez eux et finalement, il y a plusieurs OBNL qui ont des missions complémentaires ou similaires et il y a une opportunité pour aller travailler ensemble et en effet, ça peut aussi éventuellement passer par le numérique. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Merci aussi à tout le monde qui partage dans le chat. J'essaie de lire, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a des thématiques qui reviennent. On parle de recrutement, donc d'enjeux recrutement, enjeux de loyauté, enjeux de poursuivre la transition numérique, un peu ce qui a été apporté par Pascal et ce qu'on retrouve dans le chat. Avoir accès aux sous qui nous permettent de faire le numérique qui va nous amener des sous. Donc, comment est-ce qu'on fait pour lancer ces projets-là? D'ailleurs, les gens qui ont commenté, on a écrit un e-book sur les subventions disponibles au Québec pour les OBNL. Si jamais, après, vous voulez aller, on vous le partagera dans le chat. Peut-être qu'il y a quelque chose pour vous là-dedans. Donc, on essaie d'aller trouver des sous, justement, qui permettent de propulser les projets. Donc, peut-être que ça pourrait fonctionner pour vous. Notion de communauté, comment est-ce qu'on engage les jeunes? Donc, des fois, on a des jeunes, des plus vieux, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on engage tout ce monde-là? Ils veulent pas recevoir les contenus de la même façon. On a mentionné TikTok tantôt. Il y en a qui veulent TikTok, il y en a qui veulent autre chose, il y en a qui veulent un souper au mort. Donc, comment est-ce qu'on gère l'écart des nouveaux outils, économie de l'attention, gestion des données. Deux fois aussi de transformer notre mission. On a des super missions, mais on a de la difficulté à le faire transformer dans un modèle d'affaires. Donc, comment est-ce qu'on part d'une mission là, puis que ça devient un produit? Donc, ces étapes-là. Et créer de l'engagement en continu. Donc, ce sont les enjeux qui sont ressortis à travers les interventions de Pascal et Stéphane et dans le chat. Donc, balançons vers des pistes de solutions. Pascal, je te laisserai peut-être commencer encore une fois. Piste de solution de ton côté, comment est-ce que tu vois ça à la lumière des partages dans le chat et à la lumière de ce que tu nous as partagé? Comment est-ce qu'on peut commencer à attaquer ça et régler nos enjeux? Je lisais le commentaire de la maison de la 5e saison. Je crois, j'ai 3 petits points, j'ai pas le bout, mais pas le temps. Le fameux problème, j'ai pas le temps. Puis, il faut passer au numérique, tout le monde le sait, mais c'est difficile. Puis, comment faire pour y arriver? C'est vraiment un enjeu, hein? C'est qu'on rencontre à tous les jours. Puis, moi, je crois profondément là, qu'une OBNL, là, c'est plus complexe qu'une entreprise à gérer. Moins de moyens financiers. Donc, après ça, il faut gérer des bénévoles, chose qu'on n'a pas quand on gère une entreprise. Il faut connaître les programmes de subvention, il faut trouver des moyens de financement. Les réglementations peuvent être aussi différentes. Donc, un gestionnaire de BNL, c'est un entrepreneur. Puis moi, je sais de quoi je parle. J'ai travaillé dans le monde, dans des grandes entreprises. Puis en 2007, j'ai décidé de me lancer en affaires. Donc, maintenant, je ne suis plus un informaticien, je suis un entrepreneur. Puis, je regarde comment travaillent les gestionnaires de BNL, puis ce sont tous des entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas des gros départements puis des équipes de fous pour atteindre leurs objectifs. Puis, bien entendu, tout le monde sait qu'il faut passer par le numérique. Puis, on en a parlé un peu. Le numérique, c'est le moyen, hein? C'est l'évolution des technologies. À notre époque, il fallait passer à l'électricité, là, il faut passer au numérique. Mais, puis un jour, il y aura d'autres choses. Mais avant tout, hein, le plus important, puis je pense qu'il y a une chose qu'il faut retenir dans notre discussion aujourd'hui, c'est qu'il faut un plan stratégique, il faut une vision dans un premier temps. C'est ça qu'il faut construire comme entrepreneur. Puis, à partir de cette vision, il faut la mettre en œuvre. Puis, il faut la mettre en œuvre progressivement, étape par étape.
Puis, il faut se dire que c'est jamais, jamais, jamais terminé. Qu'on est toujours dans un mode itératif. Donc, quand on se dit, bon, j'ai pas le temps, c'est pas facile, la montagne est trop haute, non, faut pas le voir comme ça, faut le voir petite étape, puis on gravite la montagne progressivement. Je pense que c'est un conseil que je peux donner. En tout cas, les organisations qui réussissent, c'est ce qu'ils font. Il y a personne qui arrive puis qui a un gros méga projet puis qui se transforme complètement en 6 mois. Là, j'ai jamais vu ça de ma carrière. Puis, une façon que je vois souvent, c'est qu'ils vont partir par automatiser la collecte des revenus. C'est un peu chronophage, hein? Gérer le membership, le renouvellement, les communications. Tu as souvent des ressources, un employé qui travaille là-dessus. Puis ensuite ça, ils vont automatiser ce bout-là, puis ils vont aller simplifier leur comptabilité. Donc, en automatisant la facturation. Puis il y a plein d'outils qui font ça là, aujourd'hui. Puis de faire en sorte que, souvent, quand j'ai commencé à vendre Yapla, j'arrivais, puis je faisais des plans de retour sur investissement, là, puis je faisais juste calculer le nombre d'heures que les gens faisaient pour appeler leurs clients, les renouveler, d'aller générer une facture, mettre ça dans un simple comptable, dans un QuickBook, de générer la facture, puis j'arrivais avec 6 mois de salaire. Puis là, je disais, ben, ce 6 mois de salaire-là, il faut l'investir dans d'autres choses, puis prendre les ressources, puis les faire travailler sur ce qui a de plus de valeur ajoutée. Pour la croissance aussi, c'est la visibilité, hein, c'est d'avoir une bonne présence web. C'est d'être indexé par les moteurs de recherche. C'est relativement simple hein, d'être indexé par les moteurs de recherche. Il faut mettre du contenu de qualité. Espace OBNL l'ont bien compris. Utiliser un peu les réseaux sociaux. L'infolettre est toujours une des meilleures façons de communiquer. C'est facile à faire, ça a un impact très, très important, puis ça coûte pas cher. Construire une base de données cliente riche en information. Puis ça, ben, ça peut commencer avec un gros fichier Excel, là, puis on identifie nos clients. Moi, dans mon organisation, je leur demande sur des verticaux de dire, OK, je veux connaître tous les clients potentiels de Yapla, et je veux savoir ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils utilisent comme plateforme, puis qu'est-ce qu'ils mangent le matin quand ils se lèvent. Puis ensuite de ça, on est capable d'aller cibler des communications. Aujourd'hui, la communication, de faire des envois, c'est souvent quand on fait une campagne d'infolettre, on désinscrit les gens qui ne lisent pas. Il faut communiquer de façon de plus en plus précise. C'est important. Il y a trop, Stéphane l'a bien dit, il y a trop de communication, il y a trop de données, donc il faut être précis dans nos communications. Une chose que je recommande aussi, c'est de faire des tests. C'est de faire beaucoup de tests, des petits tests. Un test, ça coûte pas cher à faire. Puis souvent, on a le réflexe de dire, OK, on va implémenter une grosse machine, donc on investit massivement dans des initiatives qui peut-être ne vont pas rapporter, ça ne marchera pas. C'est très, très rare. Il n'y a personne qui arrive à atteindre ses objectifs du premier coup. Faire des petits tests, ça coûte pas cher des tests, puis on apprend tellement. Puis, enfin, offrir de la valeur ajoutée pour ses membres, ses contacts, avec facilité d'adhésion, meilleure communication, avec meilleur engagement. Donc, c'est OK, on a un membership, on peut devenir membre, mais j'en ai parlé tout au long de la conférence aujourd'hui, mais il faut donner de la valeur ajoutée. Puis, je fais le pont avec Stéphane ici, mais puis nous, soutenir l'engagement, puis nous, on a une conférence utilisateur à la fin du mois, puis on investit beaucoup dans le concept de la communauté, puis de mettre en lien les gens entre eux. Puis je pense que pour aller dynamiser une organisation, puis d'avoir des résultats, il faut utiliser sa communauté parce qu'ils vont nous aider, puis on va grandir tous ensemble. Donc, j'avais noté, offrir la possibilité de faire partie d'une communauté. Réfléchir à comment arriver à ça. Merci Pascal, ça fait un super pont vers Stéphane. Stéphane, tes pistes de solutions pour répondre aux enjeux avec le beau tremplin de Pascal qui vont évidemment passer à travers la communauté. Excuse-moi, j'avais désactivé le micro. Mais de façon très simple, en fait, de faire un point avec Pascal, en fait, c'est que moi, je pense que la pensée stratégique doit se partager. Donc, on parlait de décentralisation des expériences. Donc, aussitôt qu'on implique les membres, les parties prenantes et tout ça dans cette réflexion-là, il y a une meilleure adhésion. On peut vraiment ancrer dans un mouvement, puis on peut partager le travail aussi qu'il y a à faire. Donc on se libère des responsabilités, on a plus de commitment ou d'engagement envers ce futur-là, ce futur idéalisé, si on veut, qui va avoir été partagé par des membres. Donc, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la co-création. Puis la co-création peut servir à tout, à créer des nouveaux modèles, etc., à entrevoir le futur, puis à engager les gens
dans la réalisation de ce futur-là. Je vois évidemment une opportunité au niveau des communautés. Évidemment, je parlerai pas de ça, mais le pouvoir d'intelligence collective est souvent sous-estimé. On l'a bien vu dans le présentiel, mais il faut augmenter, si on veut, notre vélocité par rapport à ça pour trouver des solutions. Moi, je pense beaucoup aussi aux partenaires financiers, les commandites, etc. Tout ce qui est passif, en fait, il faut supprimer ça le plus possible et intégrer, si on veut, des modèles plus actifs où les gens vont avoir une mission. On va les investir d'un projet, d'animer une conversation, du thought leadership ou animer une conversation autour d'un sujet bien spécifique que la communauté a le goût d'entendre. Puis le dernier point, je finirais sur la question des tests. Moi, je trouve ça très intéressant, les tests. Notamment dans une perspective de crowdfunding ou de crowdsourcing d'idées ou de vendre, faire un test de marché, si on veut, sur une idée, sur un nouveau produit, etc., etc. Mais souvent, ce qu'on peut faire, c'est faire rêver les gens avec une landing page. Évidemment, ce rêve-là devrait être issu d'un atelier de co-création qui aurait été fait avant pour tester un produit. On fait une landing page, on fait une campagne, on va s'intégrer, si on veut, dans les communautés, les forums, etc. Puis on leur demande, seriez-vous pré-embarqué? Mettez-vous sur le waiting list de ce produit-là, ou la liste d'attente, si on veut, puis vous pourriez être surpris, si on veut, des résultats où les gens vont laisser leur adresse courriel pour savoir c'est quoi la suite de ce projet-là, comment je peux m'impliquer, etc., etc. Donc, c'est une façon simple de tester une idée avec des métriques claires, des chiffres clairs, puis une campagne très simple en une page. Juste laissez votre adresse courriel pour passer à la prochaine étape. Moi, je pense que, en tout cas, ça pour dire qu'il y a plein de tactiques, autant de théories que de théoriciens par rapport à ça. Mais il faut vraiment changer le modèle puis faire investir, si on veut, la communauté dans ces changements-là. Vous allez avoir beaucoup moins de poids sur les épaules, puis une idée beaucoup plus claire sur qu'est-ce qui fait vibrer vos membres et c'est quoi le potentiel d'impact que vous pouvez générer. Merci beaucoup Stéphane. Je vois il est 10h29, donc notre activité terminée à 10h30. C'était moi la gardienne du temps, clairement. J'étais passionnée par la conversation. J'ai manqué les minutes passées. Nous, on a prévu quand même une bonne quinzaine de minutes pour s'il y a des questions. En fait, si vous voulez des questions, il y en a déjà dans le chat, mais ce serait temps que quelqu'un prenne la parole si vous voulez, puis que vous posiez vos questions. Donc, si quelqu'un veut le faire, peut-être y aller avec une main levée. Allez-y, super. On a une question. Fausse alerte. En attendant la question, Marie-Lou, j'ai peut-être un commentaire. En disant le chat, là, on voit beaucoup, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Puis, ça, c'est une vision que j'ai, mais dans tous les projets que j'ai faits, puis toutes les responsabilités que j'ai eues de gérer des organisations, des entreprises, c'est un problème commun de ne pas avoir le temps. Mais je pense qu'il faut se dire, OK, on n'a pas le temps, mais il faut trouver une façon de se réserver du temps pour aller faire bouger des projets structurants. Puis c'est ça qui nous génère du temps. C'est un cercle vicieux. Ça, il faut casser ça. Puis il ne faut pas se mettre derrière cette excuse. Je sais que c'est souvent une réalité, mais pour y arriver, il faut trouver du temps. On peut pas se cacher derrière l'excuse. Absolument, absolument. Amber Lawrence, donc je pense que la main revenue. Oui. Allô? Oui. Allô? Moi, ma question, c'est beaucoup plus côté conseil d'administration. Parce que qu'est-ce que je... Tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis dans les OBNS, ça fait au-dessus de 20 ans. Puis qu'est-ce que je vois, c'est... tu sais, le conseil d'administration, c'est très service aux membres, service aux membres. Puis là, tu essaies de dire, oui, mais il faut que je prends un peu de ce temps-là pour me structurer, pour comme essayer de me sauver du temps. Puis là, qu'est-ce que tu as du conseil d'administration? C'est beaucoup, ben non, regarde, non. Là, tu veux faire ça bénévole, pas de problème, mais moi, je te paye pour donner service aux membres. Tu sais, mais ils savent que c'est important, mais en même temps, c'est comme, non, ça là, tu es comme pris en deux. Tu sais que c'est important, faut que tu diminues un petit peu pour court terme pour avoir du temps, mais le comeback du CA, c'est non, tu peux pas. Qu'est-ce qu'on fait? Puis moi, convaincre mon CA, là, je pense d'être fatigué d'avoir à monter un dossier, tu sais, comme XYZ pour être capable de les convaincre. Y a-t-il quelque chose, un shortcut quelque part? On change de CA. Ouais, ça c'est pas moi qui... Magasine ton CA, ma fille, avec du monde qui a de la vision. C'est pas moi qui décide. Sont au service de ton organisme. Ouais, est-ce que vous avez fait adopter un plan stratégique par le CA? Ça serait-tu le fun? Ils n'ont pas le temps. Ben, il faut changer de CA. Parce que si un CA n'adopte pas un plan stratégique, mais il ne mérite pas d'être sous CA.
moi, je suis d'accord, mais tu sais, moi, le CA, c'est les membres qui décident d'y aller. Donc, tu es comme pris avec qu'est-ce qu'il y a là. Après, il y a peut-être un travail d'éducation puis d'expliquer l'importance de mettre en œuvre un plan stratégique. Une fois que le plan stratégique est défini, là, faut travailler avec le CA sur la vitesse dans laquelle on le déploie. Puis après, ben là on se crée de l'espace pour pouvoir avancer. Mais je pense qu'il faut que ça soit planifié de cette façon-là. Si je peux me permettre d'ajouter sur ce que Pascal dit aussi, c'est que souvent, le directeur général, je pense que la prérogative de faire un assessment ou une attestation des forces, faiblesses, opportunités, menaces et mettre évidemment l'emphase sur les grandes menaces court, moyen, long terme. Et ça, à tous les 3 mois, devrait être revu, mis à jour et déposé au CA. Comme ça, eux, ils doivent prendre compte de l'information en fait qui leur est partagée. Puis évidemment, quand on est dans un mode, on veut pas alarmer les gens, mais quand on est dans un mode où on sait que de manière structurante, on va avoir une érodation, si on veut, de notre membership, un manque, plein de petits problèmes, si on veut, qui s'additionnent, qui font en sorte que, wow, au niveau gestion de crise, là, après ça, on va se doter d'un plan de gestion de crise ou un plan de contingence ou un plan de continuité si jamais il y a quelque chose qui se passe. Mais je pense que c'est de mettre de manière factuelle, si on veut, les enjeux sur papier. Puis évidemment, si on est capable d'impliquer des membres, impliquer des parties prenantes dans cette analyse-là, qui est la base du plan stratégique, en fait. Donc, si on va chercher ces informations-là par les membres, bien là, ça vient pas de nous comme directeur général ou comme membre de la permanence de l'organisation, ça vient des membres. Donc, ce qui vient des membres a probablement un petit peu plus de poids, plus de valeur, etc. Puis évidemment, soutenu par des données externes, donc des données marché, si on veut, qui dénotent des tendances à plusieurs niveaux. Ça demande du temps, oui, mais je pense que, tu sais, il y a moyen de le faire, de le découper en petits morceaux pour présenter des choses intelligentes, si on veut, à son CA pour qu'il puisse un jour réagir. Merci. Super, merci. Bon, il y avait une petite main qui est disparue. Est-ce qu'il y avait encore la question? Sinon, Laura, je ne sais pas si c'est en réponse ou si c'est en question, je te laisse aller. Merci. C'est une question, mais c'est surtout au niveau c'est beaucoup de travail dans l'expérience ici. On est en train de mettre en place plein de cadres d'indicateurs d'impact. Puis après, non seulement d'établir le cadre, mais après ça, de renforcer la capacité de l'équipe de faire la mesure collective, puis aussi avec nos partenaires. Puis après ça, justement, le renforcement, la capacité des partenaires pour approprier le travail qui est fait, puis y contribuer. Et c'était plus dans un contexte de pouvoir financer tout ça, parce que je pense aussi une barrière autant pour nous que pour les autres acteurs, c'est d'avoir les ressources au sein de leur équipe aussi, de pouvoir participer à un capacity maximum. Alors, c'était peut-être une question en deux parties, ce qui est est-ce qu'on connaît des ressources qui sont disponibles puis comment plaidoyer plus en plus peut-être pour que ces ressources-là pour la collaboration, parce que c'est sûr que la demande des bailleurs de fonds à travers tout type demande de plus en plus des indicateurs d'impact, cette mesure, sans nécessairement accorder des ressources nécessaires pour le travail pour les mettre en place et les suivre dans le temps. J'étais juste curieuse de vos opinions, vos idées autour de comment se positionner face à ces bailleurs de fonds-là pour plaidoyer pour ces fonds-là, pour même faire le travail pour y arriver à fournir ce qu'ils veulent faire et voir. Je peux y aller? En fait, évidemment, là, le gouvernement va devoir s'assouplir parce que ça, c'est un autre éditorial. Je pense que là, il y a la CAQ qui est revenue avec un modèle beaucoup trop orienté sur les chiffres. Ils n'ont pas une compréhension avec la capacité des organismes à prendre en charge cette mesure-là. Puis ils fournissent pas d'outils, il y a peu ou pas de cadre de référence pour bien outiller, si on veut, les OBNL à mesurer ça. Fait que là, je pense que ça, c'est plus des organisations plus pan-québécoises qui devront faire des représentations pour assouplir ces éléments-là. Par contre, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de dans la reddition de comptes au niveau de l'impact, si on veut, des actions. Quand on a un continuum d'expérience qui est soutenu, dans lequel les membres sont engagés, mais quand on va demander, poser la question de le feedback loop, poser des questions de manière périodique sur des mesures d'incidence ou de mesures positives, si on veut, sur des actions qui auraient été posées, bien, les gens, s'ils sont impliqués en amont, dès le départ sur la définition d'un produit, etc., normalement, ils ont une plus grande propension à livrer, si on veut, les chiffres. Même chose pour les partenaires. Ceci dit, ça doit devenir comme une habitude. Fait qu'il faut, dans la communauté, puis on en parle beaucoup dans notre campus de formation des OBNL, il faut trouver des nouvelles façons d'intégrer des habitudes. Puis la mesure fait partie des habitudes, c'est quoi, c'est pas les habitudes, mais je cherche le terme, Marie-Lou, mais en tout cas, je cherche le terme, mais tu sais, des nouvelles
c'est ça, on va dire l'habitude pour aujourd'hui, mais l'idée, c'est de manière périodique aller chercher ces informations-là. Puis quand c'est crowdsourcé, entre guillemets, je reprends les termes anglophones, ben en général, ça crée moins de poids aussi pour l'organisation qui est pas en train de... Puis le plus possible centré sur la mesure, comment dire, quantitative et moins qualitative. Comme ça, les gens vont pouvoir interpréter, ça fait moins de rapports rédigés. Mais encore là, je parle à travers mon chapeau parce que je sais pas qui est le mandat, celui qui demande, si on veut, ces chiffres-là. Je sais que Centraide demande beaucoup de chiffres. Et les autres joueurs aussi, mais voilà, c'est pas clair ce que je dis, mais j'essaie d'aider. Tu parlais de mesures automatisées, donc c'est ça que tu voulais dire ou mesure automatisée? La mesure automatisée, systématisée ou automatisée, si on veut, les habitudes de reddition de compte, en demandant, si on veut, aux membres, aux acteurs clés de donner l'information de manière plus systémique. Génial. Pascal, voulais-tu ajouter? Sinon, est-ce qu'on avait d'autres questions à main levée ou quelqu'un qui veut juste carrément prendre la parole ou Pascal, si tu veux ajouter sur la réponse? Non, Stéphane a donné une explication complète. Génial, génial. Est-ce qu'on avait d'autres questions ou poursuite de la conversation avant de se quitter? Personne qui prend la parole. Ben, génial, merci beaucoup. En tout cas, c'était le fun. Ça a passé comme vite parce que je pense qu'on a eu une belle conversation avec vous. C'était vraiment intéressant de vous lire. Moi, j'ai téléchargé le chat puis j'ai retourné me glisser là-dedans. C'est sûr que c'est super intéressant pour nous de comprendre vraiment quels sont vos enjeux parce qu'on est ultimement là pour y répondre. Donc, comme vous avez compris, les coordonnées autant de FanDlab que de Yapla vous seront partagées si vous voulez poursuivre la discussion, lancer des discussions exploratoires. On est toujours disponible avec nos équipes. De part et d'autre, on a des ressources. Donc, nous, c'est sûr, on a un beau campus de formation. D'ailleurs, je vois des participants, Marc-là, qui est dans mon écran et qui fait partie de ce campus de formation-là. Donc, s'il y en a qui disent « j'ai pas le temps », puis j'ai le goût de prendre le temps, ben c'est justement, il y en a de nos participants qui appellent ça un petit laboratoire et c'est subventionné aussi. Fait que c'est le fun, ça coûte pas, c'est très abordable en fait parce que c'est subventionné par Service Québec. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, on vous enverra l'information aussi là-dessus par la suite. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas de personne qui voulait rajouter un mot de la fin, je vois des thumbs up, génial. Je vais vous laisser aller à votre journée. Merci d'avoir été là. Merci à Pascal et l'équipe de Yapla de s'être prêtés au jeu ce matin avec nous. C'est un super plaisir d'échanger avec vous ce matin. Merci Marie, merci Pascal, merci Stéphane. Merci à tout le monde d'être présent. Merci. Je vous souhaite une belle continuité. Merci Joanne. Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.